Eh bien, bonsoir, bonjour et bienvenue sur le 5e épisode du podcast Athletic Run. Alors aujourd'hui, on va vous parler du projet Sub2 de Nike. Vous avez peut-être entendu parler, en tout cas ça a fait grand bruit. Si vous n'avez pas entendu parler de ce projet, c'est que vous étiez en hibernation. Pour en parler, on accueille comme d'habitude Sylvain Bazin. Bonjour Sylvain. Bonjour Greg. La forme ? Oui. Bon, super. Et on accueille également Cédric Mousseau, représentant de Boutique Marathon. Bonsoir Cédric. Bonsoir Greg. Qui a eu le privilège d'assister en fait directement en Italie à l'événement. Donc il va nous partager son expérience de cette folle matinée. Grosse expérience. Ouais. Alors Sylvain, je te laisse un peu la parole. Ce projet Sub2, présente-nous un peu ce qu'il en est. Oui, alors ce projet Breaking 2, puisque Sub2 c'était déjà pris et Nike a dû prendre le nom Breaking 2, mais l'idée était la même, c'était d'amener un coureur en dessous de 2 heures au marathon. Alors ces 2 heures au marathon, ça peut toujours sembler être une barrière totalement infranchissable et utopique. Mais bon, finalement, petit à petit, justement, les marketeurs et puis quelques entraîneurs un peu peut-être visionnaires ou très ambitieux se sont dit, quand même, on approche, donc on va essayer d'emmener un athlète sous les 2 heures au marathon. Alors, pour faire une petite rétrospective, il faut savoir que le record du monde du marathon, pendant longtemps, il est resté à 2h06.50. Moi, je sais que quand j'avais commencé le marathon, c'était toujours le record de Dean Samo, un Éthiopien qui avait été établi à Rotterdam en 88 en 2h06.50 et qui a tenu plus de 10 ans. Bon, ah oui, quand même, ouais. Et auparavant, ça n'avait pas bougé non plus très vite, puisque le premier à avoir fait 2h08, c'était Jerome Clayton dans fin des années 60. Puis après, c'était des petites améliorations. On est passé à 2h08.05, puis 2h07.49. Carlos Lopez avait dû courir en 2h07.15, donc on était proche des 2h06, mais il y avait déjà la barrière même des 20 km/h qui a mis très longtemps à être franchi. Et quand Dean Samo, qui était un athlète qui a pas eu un grand palmarès par ailleurs, avait fait 2h06.50, c'était le premier à moins de 2h07, et voilà, il s'est resté en place comme ça de 88 à 98. Et alors en 98, c'est un Brésilien, Ronaldo da Costa, qui était d'ailleurs pareil une étoile filante, certainement très très soupçonné d'avoir été un des premiers à utiliser le PO d'ailleurs sur le marathon, et qui sortait de nulle part, qui a battu le record en 2h06.33 je crois, donc du coup qui était le premier homme à courir le marathon à plus de 20 km/h. Et qui a ensuite disparu de la circulation. Mais alors après, derrière, par contre, le record a été battu très très souvent. Et puis alors déjà par des athlètes qui venaient de la piste, qui avaient des temps de référence très 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 costauds sur piste, comme Paul Tergat, puis Gebre Selassie. Et donc Gebre Selassie l'a amené aux portes des 2h03. Et puis ensuite, il y a encore eu son record a encore été amélioré, et puis on en est resté, ça fait quand même maintenant presque 3 ans que Denis Kimetto a établi la meilleure performance mondiale, le record du monde officiel actuel, en 2h02.57. Mais de 2h02.57 à 1h59.59, il y a quand même un gap assez énorme, parce que typiquement réaliser encore moins d'1 heure au semi-marathon, c'est une performance qui est presque commune dans le très haut niveau international, mais qui reste quand même une très 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 grosse performance. Il y a assez peu d'Européens par exemple qui y parviennent. Et penser pouvoir réaliser 2 semi-marathons successifs avec toute la spécificité du marathon, à savoir l'épuisement du glycogène, le mur, même si maintenant il existe de moins en moins sur le très haut niveau, ça paraît quand même assez énorme. Et en plus, c'est passer de 2h02.57 à moins de 2 heures, c'était quand même un gain de plus de 5% à peu près. Ça représente quand même un demi-kilomètre/heure. Ce qui est énorme, et typiquement c'est une amélioration du record du monde du marathon masculin qui a jamais eu lieu depuis 1954, et Jim Peters, qui était d'ailleurs le premier athlète à courir en moins de 2h20. Et donc voilà, mais en 1954, le marathon c'était quand même encore une épreuve de pionnier. Il y avait un entraînement qui était beaucoup moins
moins bien cerné pour l'épreuve, moins scientifique, ouais. moins de courses aussi, moins de confrontations internationales. Enfin, beaucoup d'éléments, moins d'enjeux effectivement financiers. Moins de concurrence. Bon, bref, c'était une époque qui se prêtait davantage à une amélioration aussi énorme, aussi importante. Alors que là, bon, on pouvait penser, bon, on a quasiment tout fait. Le record du monde a progressé d'une façon exponentielle et vraiment extraordinaire ces 15 dernières années. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pouvait bien pouvoir inventer de plus pour améliorer ce record à ce point. Alors après, c'est vrai que les barrières en athlétisme, ça a toujours fait un peu rêver. Bon, là, il y a eu la fameuse barrière des 4 minutes au mile, hein, qui a été également franchie d'ailleurs pour la première fois en 1954 par Bannister. Mile qui est une course un peu moins courue maintenant, on est plus sur, ça reste une course très importante pour les anglo-saxons. Là, on note d'ailleurs ce week-end, là, il y a eu la Préfontaine Classique, le mythique de Eugene, dans le fief de Nike, et il y a un athlète de 16 ans qui est passé sous les 4 minutes au mile, le plus jeune des frères Ingebretsen. Ces deux frangins ont été champions d'Europe du 1500 d'ailleurs, et lui à 16 ans il a fait 3,58 au mile, mais de l'histoire c'est le plus jeune coureur sous les 4 au mile. Mais bon, voilà, cette barrière des 4 minutes au mile, maintenant, elle intéresse plutôt les universitaires américains que les coureurs de très haut niveau. Et puis bon, c'est un peu le cas. Bon, il y a eu beaucoup de barrières de franchis, hein, les 3,30 au 1500 en 89 avec Steve Cram et Saïd Aouita. Bon, les 14 minutes au 5000, ça c'était beaucoup plus ancien, mais c'était quand même aussi une grosse barrière. En 1942, d'ailleurs, on en a parlé aussi sur Athletic Run. Et voilà, toutes ces barrières, bon, qui frappent un peu les imaginations, et puis qui finalement, une fois cassées, il y a souvent beaucoup de coureurs qui s'engouffrent dedans. Moi, je me souviens aussi du premier athlète sous les 27 minutes aux 10 000 mètres, Yobes Ondieki, en 95, si mes souvenirs sont bons. Et c'est vrai que depuis, c'est une performance qui reste exceptionnelle, mais il y a tout de même eu je pense, au moins une cinquantaine d'athlètes qui l'ont réalisé sur le plan international. À chaque fois, en fait, on a des barrières comme ça, psychologiques, qui se mettent en place sur des controns. Et en fait, les athlètes ont un peu du mal à franchir cette barrière. Et une fois que cette barrière est franchie, derrière, hop, ça s'engouffre parce que finalement, c'est parce une que barrière plus le palier, effectivement, le palier est atteint. Et puis c'est vrai que c'est des chiffres ronds qui marquent les esprits. Mais alors, quand même, ces 2 heures au marathon, ça paraît encore tellement énorme, tellement monstrueux, même par rapport à la vitesse de base des meilleurs athlètes, hein, dont Kipchoge, dont on va reparler ce soir, fait partie, mais ça reste quand même une amélioration assez immense. Alors, pour réaliser ça, il y a plusieurs marques qui se sont intéressées au problème, hein, avec pour le coup des angles d'attaque un peu différents. Hein, il y a Adidas qui a déjà lancé un modèle qui s'appelle Sub2. Bon, ça mange pas de pain. Qui a dit que voilà, ils allaient essayer d'emmener leurs meilleurs athlètes sur des courses officielles sous les 2 heures. Il y a eu ils veulent vraiment homologuer le record, puisque par rapport aux fédérations, c'est-à-dire qu'avec sur une course officielle qui peut être dûment certifiée. Il y a un autre projet qui lui est mené en dehors des marques qui s'appelle Sub2 également par un professeur d'université physiologiste anglais, hein, qui a un nom grec et du coup son nom m'échappe pour le moment, mais qui lui a enrôlé dans son team notamment Bekele, donc qui est quand même sans doute un des athlètes qui peut prétendre justement à approcher les 2 heures. Donc bon, ils ont bien un travail intéressant. Bon, Bekele il était un petit peu en retrait ces dernières années, c'est la fin de sa carrière sur piste et tout ça. Bon, il a quand même réussi 2h03 d'une façon plutôt impressionnante à Berlin. Après là, il a beaucoup moins bien couru cette année, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Bon, il y a dans ce team d'athlètes, il y a d'autres athlètes de très très bon niveau, hein. Il y a le Néo-Zélandais Robertson, mais bon, qui est quand même plutôt lui à moins d'1 heure au semi-marathon, mais pas encore à moins de 2 heures au marathon. Voilà, mais ça c'était un projet assez intéressant aussi, peut-être, hein. Ouais, et puis bon, c'est pour le coup ce physiologiste, bon, lui il avait fait des grandes déclarations comme quoi il avait trouvé une boisson de l'effort qui allait changer la donne, comme quoi il explorait. Ça fait limite un peu dopage. Alors ça c'est aussi un autre problème qu'on va sans doute aborder ensuite sur la tentative de Nike, hein, puisque c'est vrai que finalement quand on annonce une telle amélioration et puis
vraiment des projets ciblés sur des records qui paraissent impossibles à l'heure où justement l'entraînement, bon pareil, il semble être hyper scientifique, poussé à bout. Après, le dopage, on sait qu'il est quand même très présent dans le haut niveau, puisque bon, il y a quand même des enquêtes au Kenya notamment qui montrent un état de fait plutôt inquiétant. Et là, c'est vrai quand on annonce, non, on n'est pas encore assez bon, on va améliorer tout ça, ça peut faire peur sur ce plan-là. Ouais. Mais bon, voilà. Après, justement, c'est ce qui faisait aussi du coup le fait que la non-homologation du record, le projet Nike, ils vont à fond, c'est-à-dire que ils interviennent sur différents paramètres. On en reviendra, mais sur la piste, on utilise une voiture pour protéger du vent. Ça, on voit rarement sur des compétitions. Imaginez sur une piste d'athlée, ça risque de faire débat. Enfin, il y a quand même. Tout à fait. Ouais. Eux, ils ont. Alors justement, voilà, Nike a pris un angle tout à fait original, et c'est là qu'ils ont gagné un peu cette bataille de la course aux 2 heures en marathon, puisqu'en fait eux ils sont partis sur l'idée d'une tentative totalement hors circuit officiel, et de tout mettre en place pour pouvoir amener un coureur le plus proche possible, et même si possible sous la barrière des 2 heures, mais avec des conditions optimisées, à savoir la présence d'une voiture ouvreuse, un circuit complètement choisi et en dehors du circuit du marathon traditionnel, des conditions météo qui elles aussi seront choisies, c'est-à-dire qu'ils vont sélectionner une journée parce que la température et les conditions de vent sont parfaites, et puis également la présence sans arrêt sur la course de lièvres. Donc vraiment, eux ils sont partis dans l'optimisation totale de la performance et des conditions. Et puis tu oublies quand même quelque chose d'important, c'est la chaussure Nike avec. Alors non, j'allais y venir parce qu'en fait le Nike dans justement, ils sont partis un peu en retard. Alors typiquement le projet Sub2 que j'évoquais de ce physiologiste anglais, ou même les annonces d'Adidas, etc. Elles étaient un petit peu plus anciennes, et Nike s'est engouffré dans la brèche et a dit bon voilà, on va lancer ce projet Breaking 2. Et là, le storytelling de Nike a fonctionné à merveille. C'est-à-dire qu'ils y sont allés par étapes. Moi, en tant que journaliste, je recevais des communiqués de presse qui indiquaient un petit peu, voilà, il y avait, on lance Breaking 2. Après, on vous présente les athlètes qui vont être impliqués. Il y en avait 3. Donc, Kipchoge. Il y avait également Sersenait Tadesse, qui est recordman du monde du semi-marathon, mais qui sur marathon n'a jamais été très 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 performant. Il a un record à 2h10 alors qu'il a 58 au SMI. Et puis un athlète plus jeune, un Éthiopien qui filait ça, qui était bon, mais voilà, qui a un record à 2h04, c'est-à-dire il a fait 2h04 très vite et puis ensuite c'est un peu émoussé. Et donc voilà, Nike a d'abord annoncé ces 3 athlètes, ensuite ils ont présenté le matériel qu'ils avaient mis au point spécifiquement pour cette tentative, à savoir notamment une chaussure un peu révolutionnaire, mais ça Cédric tu l'as vu, donc tu pourras nous en parler un peu mieux. Et puis également du textile tout à fait étudié, avec un peu des manchons, un peu de compression mais pas trop, un t-shirt qui pour le coup est très large, enfin voilà, avec toute une étude sur les échanges gazeux, etc. Il n'y a pas d'imprévu, tout est géré. Tout est géré, et même je dirais dans la façon d'annoncer les choses, dans le storytelling, dans la communication, et surtout voilà. Ça s'est fait progressivement sur 6 mois. Tout à fait. Et puis, alors toi Cédric, tu as pu aller sur place, j'imagine que une société américaine qui fait son show à l'américaine, en plus une société comme Nike qui maîtrise parfaitement le marketing et la communication, j'imagine que c'était un spectacle digne d'Euro Disney. C'était presque ça en fait. C'était même là, les personnes qui ont assisté à cet événement, je pense qu'on y est toujours un petit peu en fait. On n'a pas oublié ce week-end qu'on a passé là-bas. On était vraiment dans une bulle. Je l'ai su très tard en fait que j'aurais ce privilège-là. Encore une fois, le storytelling de Nike a très bien fonctionné. Ouais. J'ai su que la veille à quelle heure j'allais prendre l'avion. Ah oui, donc c'était vraiment. Et je ne savais pas à quoi m'attendre en fait une fois sur place. On n'avait pas très peu d'informations. Mais non, ce week-end-là a été très très marquant pour moi. Et on en parlait tout à l'heure. Au final, même au niveau psychologique, aujourd'hui, on arrive à se dire rien n'est impossible. Voilà. Même si la barrière n'a pas été franchie. Ouais, la performance est quand même suffisamment énorme pour frapper les esprits. Ouais, on y reviendra certainement plus tard aussi, je pense, mais
au final, il n'y a pas eu de déception dans le Klondike par rapport à la performance. Non, puis je pense qu'il peut pas y avoir de déception non plus par rapport à l'opération de communication qui est quand même tout à fait réussie. Alors c'est vrai que le storytelling a très bien fonctionné puisque donc il y a eu d'abord l'annonce des athlètes, du matériel, et puis ensuite, au moins 1 mois et demi plus tard, l'annonce du circuit, donc le circuit de Monza, un circuit de Formule 1. J'avais lu qu'un journaliste proposait d'ailleurs un circuit en descente. Ouais, alors ça, pour le coup, c'est effectivement, moi j'en avais parlé sur le blog Athletic Run, et à la suite d'une discussion avec l'ancien entraîneur d'une athlète française bien connue, qui me disait, c'est pas possible, ils vont le faire en descente. Donc j'avais repris ce qu'il m'avait indiqué. Bon, c'était faux finalement. Ils ont fait quelque chose de plus pour le coup d'un peu plus proche de conditions de course normales, mais quand même avec l'idée d'optimiser un parcours en termes de donc un circuit de Formule 1, enfin un bout de circuit, puisqu'ils font pas tout le circuit de Monza, qui était particulièrement propice à la performance, et puis qui permettait des tours justement suffisamment grands pour pas qu'ils s'ennuient trop, mais quand même assez courts pour que ça relance bien, pas trop de virages, Puis ça permettait de voir un peu les coureurs passer aussi, j'imagine. À peu près toutes les 6 minutes 50, j'avais le chrono que j'avais déclenché. Donc toutes les 6 minutes 50, on voyait les coureurs passer. Après, pour avoir fait le parcours en courant quelques heures après le Breaking 2, psychologiquement, il fallait être très fort aussi dans la tête pour être capable de courir 2 heures dans ces conditions. Parce que lui, à son niveau, ça représentait 17 tours et demi, enfin 17 tours 3 quarts. Moi, au bout de 2 tours, c'était suffisant. En fait, c'était en gros, pour résumer, c'était 2 grosses lignes droites de 800 mètres. Après un grand virage, et sur l'autre partie, ça faisait un petit S. Mais toujours dans le but d'optimiser la performance, dans le but d'éviter d'avoir trop de relance aussi. Il y avait un léger faux plat d'un côté, léger montant, léger faux plat descendant de l'autre. Qui, à mon avis, à son niveau, ne devait pas le déranger, mais peut-être casser la monotonie. Et travailler imaginons les groupes musculaires. 42 km en descente. Je pense qu'au bout d'un certain temps, au niveau des quadrilles, des ischios, ça peut être compliqué. Pas été. Alors que là, le fait d'avoir un léger montant, léger descendant, ça pouvait varier en effet les groupes musculaires et ménager un petit peu la machine, mais quelle belle machine au final quand même. Finalement, il manquait peut-être aussi un objectif, histoire de faire tous les tours de circuit. Ouais, t'étais pas tout à fait dans le même contexte psychologique. Nous, on a eu la même, on était dans les mêmes conditions. On a eu la voiture ouvreuse qui s'est lancée à 21 km/h, mais on n'a pas du tout été capable de la suivre. C'était une course de 5 km qui était une course de 5 km qui a été organisée 2 heures après l'arrivée en fait des héros du jour. Mais je crois qu'il y a une personne qui a été capable de tenir 1 kilomètre à peu près à ce rythme-là, mais c'était on se rend compte de ce que c'est 21 km/h et ça va très vite. Et courir 42 km à ce rythme-là, pour moi ça reste juste impressionnant et la façon de le voir faire en fait tout simplement. Et pendant 35 km, j'ai l'impression qu'il y avait rien qui bougeait sur lui, que c'était un robot en fait. Il allait très fluide au niveau des mouvements des bras, très relâché. 37e kilomètre, ça commençait à grimacer un petit peu, les rictus sur le visage. Là, j'ai commencé à me dire, ça a dû être difficile pour lui de tenir encore 2 tours comme ça. Puis, nous, dans le clan où on était vraiment en bordure de piste et on se disait, il va le faire. Et puis, on voyait que ça perdait un peu du temps. Et les secondes qui commençaient à s'évaporer. Ça s'égrenait, on avait les temps de prédiction de temps en fait, de course au fur et à mesure, à chaque kilomètre quasiment. Et là, on a vu que 38e, 38-39, il était plus vraiment dans les clous. Puis là, d'un coup, ça a été comme un coup de froid en fait dans notre groupe, et gros silence. Et puis à l'arrivée, on le voit arriver, il est tout seul en fait dans la dernière ligne droite. Puis là, la ferveur est remontée, et puis on s'est quand même tous regardé, on s'est dit 2h25 secondes. Quoi qu'il arrive, ça reste aujourd'hui le coureur le plus rapide sur marathon, même si c'est pas homologable. Chose qui était consciente de toute façon quoi qu'il arrive dans le départ. Mais ça marque les esprits quand même. Oui, de toute façon, tous les coureurs qui vont même battre le record officiel maintenant, il y aura toujours quand même cette comparaison avec ces 2h25 secondes de Kipchoge. Mais je pense que peut-être psychologiquement sur les gros marathoniens, on parlait de Kimetto tout à l'heure, mais certainement peut-être un Bekele qui est pas encore hors course aujourd'hui, vu ce qu'il a fait à Londres et le finish qu'il a eu à Londres, qui était assez monstrueux. Je pense que au contraire, ça peut leur faire un point de repère.
pour aller justement C'est aller vrai. plus loin. On parlait des barrières tout à l'heure psychologiques, c'est-à-dire peut-être faire quelque chose dans l'esprit de ces athlètes qui vont peut-être du coup grappiller quelques C'est ça. jours. Ouais, même si quand même ces conditions très particulières amènent, bon là on le voit typiquement sur les images, donc il a quand même été emmené tout le long par des lièvres très bien organisés qui se relayaient, c'est-à-dire que lui il était toujours dans la foulée de gens qui étaient pile au bon rythme, qui l'emmenaient, etc. Il y avait cette fameuse voiture ouvreuse. Alors moi j'ai lu là très récemment aussi un article qui dit quand même qu'avec notamment le paravent là, il y avait un gain d'aérodynamisme assez important qui peut vraiment favoriser la performance. Après c'était aussi, c'est vrai, typiquement si on compare avec les records féminins, on s'aperçoit par exemple le record du monde féminin sur une course uniquement ouverte aux femmes a été légèrement amélioré à Londres, et ça reste 2h17. Bon, Radcliffe avait fait 2h17 et quelques aussi toute seule, mais le record du monde de Radcliffe c'est 2h15, et là pareil elle était emmenée tout le long par des lièvres masculins cette fois, donc on n'avait pas jamais eu de course comparable chez les hommes, puisque forcément les lièvres s'arrêtaient avant la ligne d'arrivée, ce qui était donc voilà, pas le cas chez les femmes, et ça fait quand même une différence de 2 minutes, donc qui est quand même relativement proche de celle qu'on va retrouver ici. Donc voilà, est-ce que cette performance elle est vraiment beaucoup plus impressionnante qu'un 2h2,57 à Berlin? C'est difficile de l'estimer totalement, même si à mon avis c'est encore meilleur, mais là c'est vrai que les conditions étaient telles que voilà, on n'a jamais vu ça sur marathon, à la limite sur piste, avec des lièvres très organisés sur certaines tentatives, avec de la musique dans le stade, avec tout un tas d'artifices un peu qui permettent quand même d'avoir des conditions de course parfaites. Et puis bon, sur une piste on est quand même déjà dans un chaudron, donc ça fait du bruit, il y a pas forcément de vent dans les grands stades, les athlètes sont également poussés par même des repères visuels. À un moment donné ils avaient fait des repères visuels sur les records du monde, etc. Et puis bon, c'est le sol répond parfaitement, donc il y avait tout un tas de choses qui n'ont jamais été explorées finalement sur marathon, et là Nike a mis en place un peu des conditions de course optimisées qui n'avaient pas été mis en place sur marathon, et notamment chez les hommes. Donc voilà, ça explique quand même en grande partie cet écart phénoménal, même si bon, la perte de Kipchoge est quand même monstrueuse. On peut rappeler aussi dire que les deux autres athlètes qui étaient dans le processus, Tadesse termine quand même en 2h06, il a été lâché je crois au bout de 25-26 km. C'était ça, je dirais même un peu plus tôt, je crois de mémoire, c'était au 22-23. Un peu de temps après le semi, où il a commencé à décrocher un petit peu de Kipchoge. Mais tout de suite, en fait, on en parlait, tout de suite, il y a eu des lièvres qui sont venus en fait pour l'aider, pour se relayer, l'aider. Tout comme pour Desisa, qui lui a lâché 45-50 minutes de course, il commençait déjà à décrocher aussi. J'ai appris un peu plus tard la raison pour laquelle il était un peu en deçà par rapport aux autres. C'est que dans l'hiver, il a été un peu blessé, il a eu 3 semaines, 1 mois où il n'a pas pu s'entraîner correctement. Donc ça a été une des raisons aussi pour laquelle il n'était pas en grande forme. Puisque lui il termine en 2h14. 2h14, qui était à 10 minutes de son record. Maintenant, pour Tadesse, ça se vérifie aussi. Le gain de performance, il avait un record à 2h10 et là il fait 2h06. Ce qui est quand même, le gain de performance par rapport à l'aide, par rapport à toute l'optimisation qui a été faite est présente aussi sur son résultat et sur sa performance. Je vais revenir par rapport à l'optimisation, la voiture ouvreuse qui masquait aussi un peu du vent. Moi, un autre point qui m'a énormément marqué, c'est le travail des pacers. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment positionnés de manière à former tous les 9 en fait, et on le voit très bien sur les images là, pour former un losange avec en queue de peloton vraiment les 3 coureurs qui étaient protégés, vraiment protégés au maximum. Et ce relais, à chaque tour en fait, il y avait 3 nouveaux pacers qui rentraient. D'accord. Donc les 3, ils étaient en deux positions, enfin 2 lignes. Les 3 premiers sortaient, ceux qui étaient derrière avançaient d'un cran, et les 3 rentraient en fait de chaque côté. C'est digne de la patrouille de France. Digne de la patrouille de France. C'était, sincèrement, je l'ai comparé d'ailleurs dans des discussions avec la Formule 1 par rapport à certains points, mais tout est millimétré, tout est calculé.
Et bon, le parallèle est vite fait, en plus, le fait que ça se déroule à Monza, sur un circuit assez mythique. Mais quand une voiture de Formule 1 rentre dans les stands et qu'il y a une dizaine de mécanos qui arrivent pour changer les roues, en 11 secondes c'est fait. Bah là, en fait, c'est un peu le même travail, sauf qu'on va pas changer les chaussures, on va pas changer tout ça, mais le travail est fait pour optimiser la performance, en fait. Oui, et puis les lièvres étaient bien synchro, il n'y a pas eu aucune erreur de train. Le faisceau lumineux, pareil, le faisceau lumineux, c'était également en fait pour marquer une distance de sécurité par rapport à la voiture ouvreuse, de manière à ce qu'ils soient pas trop près. Pareil, tout ça, on les voyait régulièrement où ils indiquaient avec les mains, attention, on recule un petit peu. Et on les sentait, enfin moi de l'extérieur, les Pacers, en fait, je les sentais autant, voire presque plus impliqués, investis dans le travail, dans le job qu'ils avaient à faire ce jour-là. Et j'ai appris derrière, parce que bon, on n'avait pas non plus accès à tout, et dans la salle où ils étaient entre les différents relais, apparemment ils se ruaient, dès qu'ils avaient fini le relais, ils se ruaient pour voir à l'écran où ça en était. Ah ouais. Ouais. Et ils étaient tous festifs, tous vraiment dans le projet. C'est des passionnés du sport. Bah, je pense que pour courir à ce niveau-là, si on n'est pas passionné, c'est oui, ça c'est doit dommage. être quand même un peu difficile. Mais après, il y avait d'ailleurs des pacers très prestigieux. J'ai vu sur la fin, il y avait notamment Bernard Lagatte. Il y avait, quand même du gros palmarès parmi les pacers. Enfin moi, on a énormément vu à la fin parce que c'est celui qui restait aussi un peu en retrait quand Kipchoge commençait à lâcher. C'est celui qui se retournait, qui attendait vraiment Kipchoge. Je pense qu'il avait vraiment à cœur de participer et de s'investir en fait pour cet événement-là. Faut pas oublier que Bernard Lagatte, il a 42 ans, je crois, ou 43, dans sa 43e année. Ça reste un coureur de très haut niveau, mais bon, aujourd'hui, hormis participer à des projets comme ça, il pourra pas non plus éternellement être compétitif. Et il avait à cœur, vraiment, on sentait qu'il était là pour l'aider, pour mener à bien ce projet. Et le comble, en fait, c'est que j'ai vu que sur la vidéo de retransmission après, pas le jour J, mais il avait fait d'autres relais avant. Il n'était pas là qu'à la fin. Ah oui, mais effectivement. Mais je pense il y avait lui, et puis il y avait aussi Julien Wanders, un jeune franco-suisse, qui peu de temps avant avait fait 28,06 au 10 000 et avait par là même en fait battu le record de France. Espoir. Ouais. Voilà. Alors, tout à l'heure, tu disais que vous étiez quelques-uns à vivre cet événement. Vous étiez combien à peu près élus ? Alors là, moi, dans le groupe dans lequel j'étais, on était une centaine. Ouais. Un groupe dans lequel, en fait, on était dans un camp juste en bordure du circuit de Monza. Donc, on a vécu dans des yourtes pendant 3 jours. C'était très sympa. On se regroupait pour tous les repas, pour tous les events. Qui étaient mis en place en fait par Nike pour occuper nos journées, parce qu'au final nous on s'est regroupés le vendredi et le Breaking 2 a eu lieu le samedi matin. Pareil, il y avait eu des hésitations par rapport au samedi soir, le dimanche soir, et alors j'ai lu un peu de tout sur les réseaux sociaux, C'était oui, ils font ça parce que 5h45 ça fait 20h45 à Portland, mais au final ça devait être surtout pour une question de température. C'était une question de température, et surtout le samedi soir il a plu. Ah oui. Et le dimanche, en fait, il a plu toute la journée, enfin une bonne partie de la matinée le dimanche matin, et puis après il faisait vraiment chaud l'après-midi. Ah oui, donc tout a été calculé vraiment par rapport aux conditions météo aussi. Ouais, là on est dans la fenêtre météo comme en alpinisme. Parce que même nous, déjà en courant à 10h le 5 km, on avait très très chaud. C'était très humide, très pas hyper... les conditions n'étaient pas optimales en fait à 10h déjà. Donc le terminal à 8h, je pense que... Puis on le voit très bien sur les vêtements des coureurs, on voyait que c'était quand même bien trempé et qu'ils transpiraient énormément. Et puis après, donc nous on était une bonne centaine, et de l'autre côté il y avait des personnes qui, certainement des collaborateurs de chez Nike, en majeure partie, qui pouvaient venir en fait par leurs propres moyens, et ils avaient le droit en fait à un ticket d'entrée pour participer. Il me semble avoir entendu au total qu'on devait être à peu près 300 à 400 grands. 300 à 400, oui. Ouais. Donc peut-être qu'il manquait aussi une effervescence sur le côté, parce que c'est vrai, quand on participe à des marathons, il y a forcément toutes les familles qui sont là, il y a des milliers de personnes. Là, ça devait être assez calme quand même. Sur la remarque mais ta remarque est très juste, et elle avait d'ailleurs été faite par Paula Radcliffe. Eux, ils bénéficiaient d'encouragement en gros sur 150-200 mètres, mais grand maximum. Ouais, tout le reste du circuit était... Tout le reste du circuit, il y avait... profitait du chant des oiseaux et... Ouais, c'était très calme. Quand on passe de l'autre côté, il y a pas un bruit,
Et alors, sauf le coach qui était à vélo, il y avait 2-3 coachs qui étaient à vélo derrière pour booster, pour donner les ravitaillements, parce qu'il y avait des zones de ravitaillement auxquelles ils avaient le droit à tous les tours, contrairement à un marathon. Oui, il y avait ça aussi, effectivement. Et puis là, c'était un ravitaillement qui était donné à vélo, donc ils n'avaient pas non plus. Mais ils avaient une zone, par contre, dans laquelle ils pouvaient le prendre. Ouais. Ils avaient juste instauré quand même pour dire une règle quand même. Voilà, on va mettre une règle, mais c'était dans la ligne droite opposée. Il y avait peut-être sur 300 mètres où il y avait une zone, tout comme il y avait une zone aussi pour les échanges de lièvres, qui était bien précise, une zone où le lièvre sortirait, une limite pour qu'il puisse rentrer. Mais bon, c'était des règles sans conséquence au final. D'accord, ouais. Donc oui, peut-être une effervescence qui a manqué pour aller chercher ces Paula le dit très bien d'ailleurs à la fin ou en cours de retransmission, où elle dit peut-être ce qui manque là, surtout pour les 5 derniers kilomètres au final, le public, il manque peut-être un peu de ferveur au niveau du public. C'est une idée qui est déjà remontée au niveau des organisateurs, des penseurs du projet, pour peut-être si un jour ils le refont, peut-être voir si on n'attire pas. Ça va être un peu la question d'ailleurs. Parce que maintenant, c'est quand même, j'imagine, un projet, enfin, c'est un investissement assez important. Il y a aussi le fait que la communication et le marketing a bien fonctionné, Nike s'est bien positionné. Maintenant, est-ce que justement, c'est un peu la question. Gagner 27 secondes, c'est si important maintenant pour Nike. Est-ce que le fait de passer sous les 2 heures est toujours aussi important? Je pense que ça peut être important, être la première marque, enfin pour une marque, un équipementier, ça peut être très important en fait de dire on est les premiers. Maintenant, quoi qu'il arrive, Nike avec cet événement-là a frappé très fort. Ils resteront à jamais les premiers à avoir tenté quelque chose de fort comme ça. L'autre marque qui veut le faire en conditions réelles, j'aurais quand même encore beaucoup plus de doutes sur la performance. Pour l'instant, je repense à Kimetto, moi qui fait 2h57 en terminant 10 km tout seul. Il reste quand même 3 minutes à aller chercher, en gros. Voilà, c'est 3 minutes quand même à aller chercher, et tout seul sur les 3 derniers kilomètres, c'est une autre affaire que quand on a 6 coureurs avec soi. Et plus une voiture devant, plus des conditions parfaites. Effectivement. Mais sans les encouragements. Sans les encouragements. On verra si les encouragements font la différence. Mais pour l'instant, c'est sûr que l'écart s'explique quand même beaucoup, même si, Kipchoge, lui, il avait un record très très proche du record du monde, à 2h03 et 2 secondes, je crois. Donc, c'est forcément un des candidats sérieux, mais malgré tout, il améliore son record d'une façon énorme. Bon, après, c'est quelqu'un aussi qui a des références sur 5000, sur 10 000 qui sont très 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 fortes. Il était champion du monde du 5000 mètres il y a longtemps, déjà en 2003 à Paris, puisqu'il avait battu Bekele et Elgué Rouge à ce moment-là, on le découvrait. Donc c'est quelqu'un qui a une carrière relativement longue avec une petite éclipse, mais enfin qui reste quand même à de longue date un coureur très très fort, et sur marathon il a quasiment fait un sans faute. Dès le premier il a fait 2h04, il a gagné quasiment tous ses marathons, donc c'est vraiment un client. Puis il a fait une démonstration aussi l'été dernier aux Jeux Olympiques où il a quand même gagné avec une grande facilité le titre olympique. Mais du coup, c'est vrai qu'on peut se demander aussi, d'une part, si Nike va réorganiser un projet comme ça assez vite, parce que finalement, même si effectivement la barrière n'a pas été franchie, c'est quand même un gros succès, d'une part parce que la perf est là, et puis d'autre part en termes de communication et de marketing. Mais également, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont s'engouffrer dans la brèche, qui vont dire, après, il faut quand même des moyens énormes, il faut quand même des athlètes qui soit capable d'approcher ce temps, donc il n'y en a pas non plus 52 000. Dans les bonnes conditions physiques aussi. Voilà. On a vu une blessure et puis qui est envie hiver, aussi de se consacrer 6 à 7 mois à un projet. Parce que nous on a été au courant au fur et à mesure de certaines choses, mais je pense que c'est un projet qui a dû naître un peu avant, bien sûr. Qu'on soit au courant. Mais non, c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est 6-7 mois de collaboration entre Nike et les athlètes pour ce projet. Ça part aussi bien sur l'entraînement, sur la préparation physique, mais également sur la préparation des produits dont on parlait tout à l'heure. Après la question que ça pose, c'est aussi est-ce qu'on rentre dans une nouvelle ère des records avec justement une optimisation complète des conditions, du matériel, de l'entraînement, mais ça à mon avis l'entraînement on est déjà
dans des choses qui sont très très maîtrisées. Bon, après voilà, ça repose évidemment tout le problème du dopage, parce que là typiquement c'est une tentative non officielle, donc à la limite ils auraient très bien même pu annoncer ils sont chargés à mort, c'est pas grave vu que c'est nous qui voilà, il n'y a pas d'homologation, il n'y a pas de problème, hein. Donc est-ce qu'on rentre un peu dans une nouvelle ère du sportive, en tout cas au niveau de l'athlétisme, hein. Moi je me souviens, j'avais lu un livre un peu futuriste où par exemple il y avait un concours de saut en longueur, bon il y avait plus du tout des histoires de marques, etc. C'était mesure au laser, donc le mec il pouvait prendre son appui où il voulait, donc du coup les performances étaient meilleures à cause de ça, parce qu'ils avaient pu à se poser la question de je vais mordre, je vais pas mordre, etc. Bon, il y avait tout un tas d'améliorations techniques qui faisaient que les records étaient largement améliorés. Alors après, on peut se dire que ça va peut-être être le futur de l'athlétisme et au-delà de ça, même de tous les sports à record, parce que finalement, si on optimise un peu les conditions, le matériel, c'est aussi une façon de gagner, de faire encore progresser les records, hein, parce que finalement, bon, les records en athlétisme, il y en a certains qui datent d'il y a 30 ans, parce que justement l'entraînement, le dopage, etc. Bon ça stagne, hein, ou le dopage c'est mieux combattu, les conditions. Alors si on change un paramètre, bon la perche typiquement, on saute mieux, beaucoup mieux avec les perches modernes qu'avec les perches jusque dans les années 60 ou voilà. Donc les introductions technologiques successives. Après sur des sports moins technologiques comme la course à pied, bon c'est compliqué, mais enfin Nike a quand même prouvé que on pouvait améliorer les choses, optimiser de façon à peut-être rentrer dans une nouvelle ère des records, même si ça peut poser plein de questions, notamment aux fédérations, puisque du coup les places des fédérations, elles sont aussi un peu moins importantes, puisque là, malgré tout, même si c'est pas un record du monde officiel, tout le monde en a parlé, donc ça pose plein de questions sur l'avenir du sport. On était quand même déjà depuis quelques années dans une ère où on voulait battre des records. Je vais prendre l'exemple du marathon de Paris. Je l'ai découvert quand j'étais tout petit. Et pendant des années, la barrière des 2h10, elle n'a pas été franchie à Paris. C'était pas franchie, c'était très longtemps 2h10.03. Il me semble par un Français d'ailleurs, Luis Suarez. Et pendant très longtemps, et les organisateurs ont travaillé sur le parcours, justement pour diminuer les virages sur la partie du Bois de Boulogne, de manière à casser enfin cette barrière. Aujourd'hui, de plus en plus de coureurs vont à Berlin. Pourquoi ? Parce que le parcours est réputé vraiment pour être compétitif, et ce, quel que soit le niveau du coureur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire 3h30, 4h, 4h30, qui vont aller faire Berlin parce qu'ils savent que le parcours est plus roulant, peut-être moins difficile qu'un parcours comme le marathon de Paris. Puis il est beau aussi, le parcours quand même. Et puis, mais la ville est belle, mais ça enlève rien. Et puis peut-être que le marathonien a envie de voyager aussi. C'est ça, voilà. Je pense que le marathonien amateur va quand même avoir un peu plus de mal à courir à Monza. Mais bon. Ce sera plus compliqué, mais peut-être qu'un jour l'idée viendra d'organiser le marathon sur le circuit qui est devenu plus rapide. Oui, ça s'est fait au Mans. Et puis en termes de. Je parlais avec un organisateur qui me disait que finalement, par rapport aussi aux normes de sécurité, aujourd'hui avec les problèmes d'attentats qu'on connaît, c'est plus facile de faire sur un circuit fermé où on peut fouiller tout le monde à l'entrée que sur un circuit ouvert comme le marathon de Berlin, marathon de Paris ou autre. Ah oui, ça c'est les. C'est peut-être l'avenir on va peut-être revenir sur une piste mais plus grande finalement. Voilà. C'est vrai que c'est plus facile d'organiser un 24 heures en ce moment. Voilà. Et puis ça permettra aussi de financer, puisque du coup les familles devront payer leur ticket pour aller soutenir leur. C'est toute une ère. Après on revient dans le marketing. On va revenir dans une ère gros. Cela dit, c'était un peu le cas. Il y avait tout premier engouement pour le marathon, c'était au début du XXe siècle aux États-Unis. C'était des matchs entre coureurs professionnels qui avaient lieu souvent sur des circuits fermés pour que le public justement puisse voir un peu. Ils avaient parié en plus, donc c'était souvent carrément dans des stades ou sur des circuits de 1 km ou 2. Donc on va peut-être revenir à ça, mais ça, je suis quand même un peu moins sûr. Mais après, en termes de spectacle, c'est pas mal. Hein, la tentative, elle peut se regarder. Là, je vois la vidéo. Moi, je l'ai regardée. Alors peut-être pas tout à fait in extenso, mais elle est quand même intéressante. Hein. Non, mais ce qui était intéressant, c'est qu'en plus, moi, dans mon camp, je vais dire dans mon camp, mais dans le groupe dans lequel j'étais. On venait vraiment de partout. C'est-à-dire qu'il y avait des Russes, il y avait des Polonais, il y avait des Hollandais, on venait vraiment de partout en Europe. Et c'était... on se posait des questions, il est encore dans les temps, il n'y est pas...
C'était très. Tout le monde avait la même religion, celle de battre. C'est ça, c'est qu'au final, on était tous là pour la même chose et d'un coup, il n'y avait pas de différence. Quoi. On était tous ensemble et pourtant, il y avait des influenceurs, il y avait des gens qui venaient de magasins, il y avait pas forcément avec les mêmes attraits pour la course à pied, mais passionnés. Ouais. Et ce jour-là, on était tous vraiment très, très liés, quoi. Et d'ailleurs, j'ai gardé pas mal de contacts avec des personnes présentes là-bas. Donc c'était plutôt très sympa. Ouais. Si tu devais retenir une chose de cette journée, ça va être dur, hein. Là, une chose, ça va être compliqué, mais la 2h25 secondes. Ça reste la marque. La performance. La marque, la performance. Ouais. Okay. Après, il y aura beaucoup de choses aussi à retenir autour de ce week-end. Mais 2h25 et peut-être se dire qu'aujourd'hui, course à pied, enfin peut-être pas aujourd'hui, mais demain, quand on prend le départ d'une course, se dire c'est pas impossible, je peux le faire. Même si j'ai lu que tu avais eu un peu de mal à faire moins de 20 minutes après sur le 5 km, mais bon, ce qui est déjà plutôt bien. Ouais. Vu les conditions actuelles d'entraînement, c'est pas mal. Eh bien, écoute, merci Cédric d'être venu et de nous partager ce moment. On t'envie, hein, franchement. Moi-même, je m'envie des fois. J'ai beaucoup de chance. Sylvain, un mot pour ajouter sur ce Sub2? Les paris, quand est-ce qu'on le bat ce 2 heures? Écoute, je pense que si Nike remet en place un programme, etc., là il y aura des chances que ça soit assez rapide. Autrement, je pense dans des conditions de course normales, il faudra quand même attendre un petit peu. Après, tu vois, beaucoup d'observateurs pensaient que c'était totalement impossible, utopique de réaliser une performance de l'ordre de 2h25. Et finalement, on est quand même très proche de cette barrière-là. Donc, à mon avis, sur des conditions semblables, un Kipchoge peut le faire. Il y en a sans doute 2 ou 3 autres qui sont capables de le faire aussi. Après, dans des conditions un peu moins optimales, ça va quand même être difficile d'aller chercher moins de 2 heures au marathon tout de suite. Dans tous les cas, cette barrière de 2 heures, elle est encore là. Elle peut encore faire rêver différents athlètes. Ça sera le défi, on va dire, de ce 21e siècle sur le marathon, passer sous les 2 heures. Pourquoi pas vous, hein. N'hésitez pas à vous entraîner avec les programmes Athletic Run. On va vous coacher, concocter un plan pour moins de 2 heures, peut-être travailler sur une boisson aussi, hein, pourquoi pas, ou greffer une 3e jambe, on verra. Une roue peut-être. On va trouver des moyens de passer sous ces 2 heures. Un vélo, c'est pas mal pour ça. Voilà. Faut déjà être réveillé pour faire moins de 2 heures en marathon. C'est pas mal, Merci de nous suivre régulièrement et sur le podcast et bien sûr sur le blog Athletic Run. N'hésitez pas à échanger, à commenter les articles que publie régulièrement Sylvain sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ça passe vite, hein, finalement. Hein. Oui, un mois c'est court. On va parler de quoi la prochaine fois? Alors la prochaine fois, je pense qu'on va plutôt parler de courses encore un peu plus longues que le marathon, de courses un peu extrêmes. On va peut-être se retourner un peu vers le trail pour la saison d'été. C'est parfait. Avant de partir à la montagne ou à la mer, on va déjà y aller avec Sylvain dès le mois prochain. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.